L'Instant Zen, l'émission des méthodes alternatives sur les ondes de Radio Larzac. Bonsoir et bienvenue dans l'émission L'Instant Zen sur les ondes de Radio Larzac. Ce soir, je reçois Jérôme Rochelle. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Donc, Jérôme, vous avez été ingénieur, technicien supérieur en aéronautique, oui, encadrant en escalade. Oui, tout à fait. Et puis, à la suite d'un accident assez grave, visiblement, vous êtes formé à la médecine traditionnelle chinoise, à la bioénergie. Et puis, aujourd'hui, donc, vous accompagnez des personnes donc, en accompagnement individuel, couple. Vous réalisez également des conférences en lien toujours avec l'homme et la nature, des stages et des retraites aussi en nature. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on va évoquer durant cette émission, votre pratique, ce que vous réalisez. Vous m'aviez dit que vous étiez un autodidacte aussi, donc sur quoi vous vous intéressez également pour accompagner au mieux les personnes, en fait, toujours en quête d'évolution. Et puis, on va peut-être commencer par évoquer votre parcours, comment on fait des études d'ingénieur, on est ingénieur et puis on arrive à devenir thérapeute finalement. Oui, c'est un parcours un peu particulier. Alors comment on devient ingénieur ou technicien supérieur en aéronautique, c'est un cursus classique, on va dire, scolaire, voilà, où on passe en bac et ensuite, comme on ne sait pas trop encore les projets qu'on peut avoir dans la vie, on continue à faire des études, aussi parce que effectivement avoir des diplômes, ça ouvre quand même plus de portes dans le marché du travail et voilà, par rapport à l'avenir. Donc voilà, comme moi en fait j'ai eu un bac technique, à l'époque c'est ce qu'on appelait le bac E, mais ça n'existe plus. Et donc j'ai continué dans cette filière technique et technologique, voilà, avec un DUT en génie mécanique et en aéronautique. Voilà, oui, ensuite j'ai continué par un diplôme d'ingénieur en thermodynamique. Donc là ça rejoint déjà un peu, on va dire, l'énergétique. Oui, d'une certaine manière. De toute façon, c'est voilà, peut-être un parcours inconscient, je ne sais pas. Ouais. Voilà. En tout cas, ces études qui sont quand même très compliquées, quand même difficiles. Hein. Les études d'ingénieur, c'est long, c'est surtout dans la physique, c'est très pointu. Voilà, c'est un peu prise de tête des fois. Voilà, mais ça m'a permis aussi de pouvoir allier aussi ma passion à l'époque qui était, parce qu'elle est beaucoup moins maintenant, mais qui a occupé une grande partie de ma vie, qui est l'escalade. Et donc quand j'ai préparé ce diplôme d'ingénieur, j'ai dû partir à Marseille, et ce qui m'a permis de découvrir les Calanques, cet espace magnifique, dans lequel en fait je me suis beaucoup épanoui, j'ai beaucoup grimpé, voilà, donc il y a toute une part de ma vie aussi qui s'est construite dans cet univers un peu parallèle. Voilà. Voilà. Qui était peut-être aussi un équilibre nécessaire. C'était un équilibre obligatoire, effectivement, oui. Tout à fait. Et puis un espace de découverte, voilà, parce que les études c'est très abstrait. Souvent on n'a pas effectivement de connexion personnelle dans ce qu'on apprend. Voilà, donc c'est très compliqué. Et effectivement d'avoir des domaines d'épanouissement, de liberté, de pouvoir s'aérer, s'oxygéner. Voilà. Donc l'énergie finalement avec vos études, déjà un début, la nature, le lien avec la nature fort, parce qu'effectivement l'escalade, c'est ce qu'on évoquait quand on s'est rencontrés en fait. Alors la dureté entre guillemets de la nature, c'est-à-dire, ou peut-être l'homme en rapport avec la nature plutôt, s'adapter à ce qui est. Et puis ce que vous me disiez aussi, donc vous accompagnez déjà en escalade les personnes, vous travaillez déjà avec la méditation, la sophrologie pour augmenter les performances. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, donc en fait l'escalade a été plus qu'un sport pour moi, ça a été vraiment un élément de découverte personnelle en fait, de pouvoir me découvrir, me pousser, gérer certaines problématiques. Quand j'étais adolescent, j'étais très colérique, j'avais du mal à canaliser mon énergie, j'avais beaucoup de conflits parentaux, c'était vraiment très compliqué, même si je faisais d'autres sports.
Et l'escalade a la particularité d'être un sport très mental, où on ne peut pas dissocier. Si vous dissociez le corps du mental, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous voulez que votre corps puisse grimper, franchir les obstacles, aller dans la difficulté, pousser plus loin l'engagement qui peut être lié à la difficulté, voilà, la peur de tomber, la peur de faire mal, ou vraiment si vous êtes dans un danger objectif, c'est réel, hein, ça arrive. Hein. Et donc là, c'est votre mental en fait qui va vraiment faire la différence et qui va gérer tout ça. Même si votre corps finalement il sait faire beaucoup de choses, en fait c'est ce que j'ai découvert, en fait c'est ce que j'ai dû redécouvrir. Le mental en fait souvent est l'obstacle majeur. En fait on est des êtres vivants, des êtres de la nature, en fait tout est là en nous, tout est déjà harmonisé pour que ça fonctionne correctement, mais en fait c'est ce mental qui est produit par le cerveau, dans nos pensées, etc., nos schémas, qui viennent en fait contrarier un peu notre existence et nos potentiels, nos capacités. Et donc j'ai dû apprendre effectivement, à un moment, je me posais des questions parce que je voyais que pour franchir certains caps de performance ou de voies très difficiles que je voulais réussir, il fallait que je trouve des solutions qui n'étaient pas le fait que de faire de la musculation, et j'avais très bien vu par rapport à des gens qui étaient très forts musculairement, par exemple, par rapport à des gens qui étaient beaucoup moins, que les résultats au final, celui qui était beaucoup plus fort dans sa tête, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait un mental à toute épreuve, qui lui permettait de se dépasser, aller beaucoup plus loin. Voilà. Et que c'est la grosse différence qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours aussi. Hein. C'est la capacité à se dépasser. Et la capacité à se dépasser, c'est un moment à utiliser le mental dans la bonne direction et pas dans la mauvaise. Voilà. Après, c'est trouver le juste milieu du dépassement aussi. Alors, oui, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Non, parce que se dépasser, voilà, pour moi, c'est oui, c'est important, se dépasser sur certains points, mais pas aller au-delà de ce qui est... Alors, oui, je vois où vous voulez en venir. Alors, ça concerne plutôt le chemin, mais en fait, intrinsèquement, quand on est dans une situation... pour dépasser la situation. À un moment, si vous voulez obtenir quelque chose, c'est pas parce que c'est pas en disant je le veux que vous allez l'obtenir. C'est parce que nécessairement vous allez puiser quelque chose en vous de très 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 profond et auquel vous allez vous accorder, et vous allez complètement vous abandonner en fait à cette énergie, à ce moment, et à cette chose qu'en fait que vous désirez, et aussi quelque part qui est là qui vous tend un peu la perche en fait, pour vous dire ben vas-y. Donc moi à travers l'escalade, j'ai eu de grandes expériences personnelles qu'on peut considérer comme des expériences mystiques. Donc là vous parlez effectivement de certaines choses à pas dépasser, mais personnellement pour moi le danger dans ce sport était aussi une part importante de ce dépassement. Alors, c'est vrai que pour les gens, c'est assez difficile à comprendre. Mais voilà, après on est tous différents. Mais donc voilà, donc j'ai vécu des choses très très intenses, où j'ai fait des voies très très difficiles sans corde, sans aucun matériel, avec un engagement total en fait. Ah bah oui. Voilà. Et donc, bien sûr, ce sont des choses qui sont pas... qu'il ne faut pas considérer comme reproductibles en fait, mais on va dire que ça correspond plus à un chemin initiatique, un moment dans une vie ou dans une étape de votre vie. Dans la vôtre en tout cas. Hein. Dans la mienne, voilà. Mais voilà exactement. Ouais. Mais en fait, voilà, bon, sans chercher nécessairement en fait le danger, la confrontation, où on peut effectivement vraiment mettre sa vie en danger, en risque, voilà. Tout en sachant que tout ça est relatif, c'est-à-dire que si vous le faites de façon un peu imbécile, non consciente, avec la mauvaise préparation, effectivement, là vous vous mettez en danger. C'est un moment de sentir qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de dépasser, que c'est ce chemin-là en fait que vous choisissez, qui vient à vous, voilà, c'est... et voilà, tout à fait, c'est quelque chose de personnel. Oui, voilà. je crois. Mais...
Non mais j'entends quand vous parliez de dépassement et ce que vous voulez expliquer et l'expérience personnelle que vous évoquez. Voilà. Et donc juste pour terminer, voilà, donc la transcendance en fait que apporte ce genre d'expérience, voilà, montre en fait, m'a montré que en fait on fait vraiment partie d'un tout. Et que c'est à l'opposé de la perception que la majorité des gens qu'on a en fait de soi, où on est des êtres isolés, en fait complètement dans le mental, dans nos pensées, dans nos conceptions de la vie, de la société, de notre futur, de notre passé, et qu'en fait on est dans cette immersion permanente des choses de la vie, de l'énergie, de tout ce qui vibre, du vivant. Voilà, rien qui est dissocié en fait. Et donc quand on est vraiment un peu comme dans l'état méditatif, les états de transe, en fait on perçoit complètement cette connexion intégrante en fait, qui est permanente, mais dont on n'a pas conscience. Voilà. Très bien. Et donc, malgré tout, un virement de situation suite à un accident. Voilà, alors, moi qui ai pris beaucoup de risques en grimpe, en montagne et tout ça, parce que j'ai fait plein d'ascensions assez difficiles, dangereuses. Et donc après, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, dans l'accompagnement en escalade, canyoning et tout ça, avec un brevet d'État. Et donc c'est des activités qui sont très intenses, souvent très saisonnières, et où effectivement vos revenus dépendent de la saison que vous allez faire, et on travaille beaucoup, des fois un peu trop, on tire un peu trop sur la corde. Et à un moment, oui, j'ai eu un grave accident, j'ai chuté en préparant un rappel, j'ai fait 15 mètres de chute, je me suis écrasé, j'accompagnais un groupe, donc je me suis écrasé au sol, donc je ne m'en suis pas rendu compte, parce qu'en fait, j'ai perdu connaissance. Mais cet événement a été très marquant pour moi, parce que vu le contexte, j'aurais dû soit décéder, soit me retrouver dans un fauteuil roulant. Voilà. Je me suis retrouvé en fait dans un carré d'herbe d'1 mètre sur 1 mètre, le long de la paroi, avec la paroi de côté droit et un gros bloc de granit à gauche, avec mon casque qui avait explosé, et donc j'ai eu une fracture du bassin et de la jambe. On va dire que voilà, c'était pas grand chose par rapport au pire. Ouais, par rapport à ce qui aurait pu arriver. Voilà. Ouais. Et donc cet accident en fait m'a beaucoup questionné, parce que déjà sur le fait que il y avait eu plein d'alertes avant en fait, donc c'est qui va en fait être le début d'une démarche personnelle. Il y a eu plein d'événements que j'ai perçus et qui étaient des anomalies, qu'il allait se passer quelque chose dans cette journée-là, et il y a plein d'indices en fait qui sont venus et que j'ai perçus, mais que j'ai pas identifié comme étant des alertes ou des choses. Ces choses-là vont se reproduire plus tard dans ma vie aussi. Et donc j'ai eu cet accident. Et donc ça m'a un peu perturbé, parce que je me suis dit, mais en fait, voilà, pourquoi tu es encore vivant? qui t'a aidé, qui t'a sauvé en fait. Voilà. Et donc à partir de là, voilà, effectivement, par rapport au métier que je faisais, que j'aimais beaucoup, mais voilà, à un moment, c'était trop l'overdose en fait. Et voilà, cette impasse de toujours courir, d'être à fond sur les routes, d'enchaîner les groupes, les activités, et de stresser aussi, parce que voilà, il faut qu'on fasse la saison. Après, voilà, vous êtes des mois très creux, il faut faire autre chose, il faut repréparer, réinvestir. Vous ne savez pas trop si la clientèle va être là, ça bouge beaucoup, surtout dans le tourisme, c'est très évolutif. Il y a une grosse dégradation à partir des années 2000 sur la fréquentation touristique. Voilà, moi je travaille sur le secteur du Haut-Languedoc, donc sur les secteurs de la Cône, la Salutation à Goutte, au large, voilà. Ouais, et puis aussi la prise en charge des groupes avec les risques que ça peut comporter, effectivement, tout à fait. Une vigilance permanente. Voilà, effectivement, c'est ça. Et puis on a aussi, quand on a aussi un objectif qualité, en fait, de transmettre aussi de vraies valeurs, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'abattage. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu cette démarche-là. C'était plutôt vraiment que mon métier soit en cohérence avec la passion d'origine. De faire découvrir des choses, en fait, pas... même moi, si j'ai fait beaucoup de performances sportives en escalade, c'est vraiment un truc que j'ai jamais brandi, parce que pour moi, la performance, ça signifie rien, en fait. Voilà. Je suis plus attaché aux vraies valeurs de la joie, du bonheur, de la relation, de pouvoir faire monter des choses aux gens,
Donc effectivement, au moment, emmener des gens dans des canyons difficiles à engager, où il y a beaucoup de risques, ça sert à rien. Voilà, parce qu'un accident arrive extrêmement vite, plus vite qu'on ne croit, et ça n'a aucun sens. Voilà. Donc on évite d'avoir un accident très grave, de perdre une vie, avec des gens qu'on emmène, même soi. Et voilà. Et donc ça, c'est purement un challenge personnel. Donc on ne peut pas transférer un challenge personnel ou une projection. Et ce que font beaucoup, en fait, ils font beaucoup de projections sur les gens. Donc ça, c'est autre chose. Et tout simplement, en fait, on peut emmener les gens dans des conditions tout à fait saines, sans prendre des gros risques, sans que ce soit dangereux, trop technique. Parce qu'en fait, moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que les gens, c'était des citadins, des touristes qui venaient en vacances, en fait, dans un centre de vacances, par exemple. Et puis, voilà, c'était l'aubaine. Moi, souvent, je fais des présentations dans certains centres et découvrir les activités, le canyoning, la via ferrata ou l'escalade. Et voilà, ils étaient séduits par l'expérience. Donc, il faut s'imaginer des gens qui vivent toute l'année dans des grandes villes, dans du béton, qui vivent, voilà, qui n'ont jamais mis les pieds dans une nature sauvage profonde. C'était une découverte, une initiation, plus voilà, que une performance. C'est ça. Et surtout, de pratiquer des activités en famille, ce qui renforce un lien très particulier, parce que de pouvoir vivre en tant qu'enfant des choses avec ses parents, et ses parents, les parents avec les enfants, ça crée un lien très très fort, en fait. Et la nature, en fait, a la particularité de pouvoir mettre tout ça en vibration, c'est-à-dire que toutes ces énergies-là, en fait, elle les met en cohésion. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, quand vous emmenez quelqu'un, voilà, en groupe, dans un canyon perdu, avec la végétation partout, de l'eau, des vasques, voilà, quelque chose c'est sûr que pour nous, moniteurs, on connaît, mais pour les gens qui n'en ont jamais fait, c'est pas le cas. Voilà. Et après, c'est les sensibiliser à cette nature, à la beauté, à la fragilité, de tout ça aussi. Voilà. Donc après, développement personnel, ouverture à une formation qui est la médecine traditionnelle chinoise. C'est ça ? C'est ça. Donc oui, effectivement, après cet accident, donc j'ai continué quand même mon travail, mais j'ai commencé en parallèle. Je me suis posé des questions, puis j'ai fait un choix. Je me suis dit, il faut changer, il faut tourner la page. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Et donc oui, j'ai fait. Il y a eu des journées portes ouvertes en médecine, dans une école de médecine traditionnelle chinoise sur Toulouse. Et donc j'ai été. Et déjà, voilà, le côté énergétique, moi, me plaisait beaucoup, puisqu'en fait, à travers. Alors, bon, mes études, c'était très abstrait, parce que voilà, on est plus dans des équations que vraiment... même si moi, c'est un travail d'ingénieur, donc c'était quand même sur du pratique. Hein. Mais c'est des grosses machines, c'est pas pareil. Voilà, mais dans le fonctionnement énergétique, parce que moi, voilà, j'avais perçu ce fonctionnement énergétique du corps, voilà, cet ensemble, en fait, où on ne peut pas dissocier les émotions, le mental, voilà. Et que tout ça fonctionne ensemble, voilà. Et donc la médecine chinoise m'a intéressé, et donc j'ai fait, donc il y avait initiation à l'acupuncture et tout ça, et je trouve ça super, en fait, voilà. Et ce qui me plaisait dans cette démarche, dans cette approche de soins, c'est le côté holistique, oui, effectivement, où on prend la personne dans sa globalité, dans ce qu'elle est, mais pas dans un fonctionnement mécanique, mais dans un fonctionnement énergétique, mais très très subtil. Voilà. D'accord. Donc, cette formation, à partir de quand vous êtes installé, en fait, comme thérapeute ? Alors, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à m'installer, parce que, bon, déjà, j'ai fait 4 ans dans cette école. Et après, je n'étais pas encore très sûr de moi. Voilà. Ouais, donc, et puis, bon, c'est des activités qui sont particulières. Voilà, moi, je me sens pas, et je me sentais pas, et je me sens toujours pas, je ne suis pas médecin, de toute façon, je ne fais pas de médecine, même si l'intitulé, c'est quand même médecine traditionnelle chinoise, et que c'est une véritable médecine qui a 2000 ans d'existence, donc très, très, très ancienne, et qui est extraordinaire quand on l'apprend et on la découvre, et même elle est sans fin, en fait. Hein. Il faut imaginer quand même tout le travail de ces gens-là. Voilà,
il y a plus de 2000 ans, de pouvoir découvrir les méridiens, tous les points de l'acupuncture, les fonctions de chaque point d'acupuncture, les fonctions de chaque méridien, les couples organes qui sont harmonisés, comment ils fonctionnent, les interactions, voilà. Tout en sachant très bien que voilà, tout, pour eux, tout est lié aussi à la nature, à l'environnement, et que en fait, les pathologies sont des déséquilibres énergétiques. Voilà. Très bien. Donc, du coup, cette formation. Ensuite, la bioénergie. Ah oui. Alors après, c'est... Alors oui. Alors après est venue plus tard la bioénergie, et donc là en fait. Qu'est-ce que c'est la bioénergie? Vous pouvez expliquer pour les auditeurs ce que c'est la bioénergie? Oui, bien sûr. Alors la bioénergie en fait concerne les champs énergétiques, électromagnétiques, électriques, voilà, on va dire plutôt les corps énergétiques, parce qu'ils sont conçus, ils sont produits de différentes manières. Ils peuvent être aussi en fait, ce qu'on appelle des corps vibratoires en fait, qui sont produits par nos cellules, nos organes, voilà. Et mais aussi en fait nos pensées, notre mental, c'est-à-dire que tout notre être en entier est un corps énergétique vibratoire, multiple, interconnecté, très complexe. Alors qu'on peut représenter, alors que souvent les gens connaissent par exemple avec l'aura. Voilà, oui. Et c'est l'aura, les chakras, la Kundalini. Donc l'aura, en fait, c'est et qu'on peut voir, hein, en fait, les Vekirians, par exemple, et d'autres machines maintenant qui ont été développées. Donc on voit en fait l'aura, c'est le champ énergétique produit par le corps, en fait. Et on peut s'imaginer, en fait, que notre être entré produit d'autres corps énergétiques qu'on appelle, en fait, le corps émotionnel, le corps astral, le corps mental, le corps causal, spirituel. Voilà. Donc c'est tout un ensemble. En fait, on peut, si on veut illustrer, voilà, parce que souvent pour comprendre, il faut illustrer, une forme de poupée russe où en fait on aurait voilà, tous ces corps imbriqués les uns dans les autres en partant du corporel, avec les corps après émotionnels, le corps mental qui vient contrôler l'émotionnel, et par-dessus ce qu'on appelle le causal. Et après les grands corps plus éloignés qu'on appelle les corps spirituels, voilà. Et donc ça c'est encore une autre approche, parce que là on est plus dans une dynamique, on n'est plus dans le structurel, on n'est plus dans la mécanique, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil qui est vraiment très 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 intéressant, voilà. Très bien. Et donc là, au niveau de votre... alors, après, vous m'avez parlé également de bols tibétains, donc, avec lesquels vous pratiquez. Oui. On aura, en fin d'émission, vous avez rapporté bol et tambour pour nous faire partager, voilà, effectivement, et vous nous la présenterez à ce moment-là. Donc, vous utilisez dans vos accompagnements également des bols. Voilà, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en travaillant en bioénergie, en fait, l'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est un élément qui a besoin de circuler. Donc, vous imaginez, en fait, l'énergie, c'est une rivière. Et donc, ce cours d'eau, il a besoin de s'exprimer. Et en fait, il va circuler et trouver son point final sur le terrain qu'il va parcourir, en s'adaptant à ce terrain, en fait. Voilà. Mais à un moment, si vous empêchez cette rivière de circuler, en fait, vous allez bloquer l'énergie. Et l'énergie, voilà, elle a besoin de circuler. Si vous la bloquez, vous allez créer des stases, et après des blocages à un endroit, mais des vides à un autre, etc. Et donc tout ça, on les retrouve dans nos structures vibratoires, dans nos corps énergétiques. Voilà. Et donc c'est cette énergie en nous qui est là pour circuler dans tout le vivant, en fait. Hein, voilà. Le vivant, c'est l'expression de cette énergie. Pour être harmonisée, il faut qu'elle circule, voilà, le mieux possible, partout, voilà, et là où elle a besoin d'aller. Et donc, avec les bols, par exemple, je vais agir sur ces corps énergétiques pour harmoniser, pour libérer, pour fluidifier, comme on le ferait en fait avec une aiguille d'acupuncture, où on vient sur un méridien qu'on a identifié, un point, et on vient agir. Alors moi maintenant j'utilise d'autres techniques que les aiguilles pour pouvoir faire voilà. Et donc en fait on vient libérer un point énergétique qui est bloqué,
ou sur un méridien, comme on peut en fait refaire venir de l'énergie, en fait, voilà. Mais ce qui est important, et donc on peut le faire aussi avec le massage, c'est-à-dire qu'en médecine chinoise, par exemple, il y a ce qu'on appelle le tuna. Le tuna, qui est une technique manuelle qui est assez tonique à la chinoise, donc c'est pas du californien. Voilà. Mais c'est une technique qui est efficace pour faire circuler l'énergie, le sang, les fluides corporels, etc., détendre les zones musculaires. Donc c'est toute une panoplie de mouvements de la main, d'utilisation des doigts, etc. Et c'est super. Voilà. Alors, pour être concret. Ouais. Et oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, c'est pas ça. Du coup, parce que effectivement, il y a un intérêt pour beaucoup de méthodes. Voilà, et c'est normal. Je pense que ça permet aussi d'évoluer et d'être. Ouais. Donc concrètement, quelqu'un vient vous voir. Déjà, les personnes viennent vous voir pourquoi ? Quand elles vous consultent, quand elles vous appellent, qu'est-ce qu'elles viennent chercher ? En général, de toute façon, soit c'est par du bouche à oreille, parce que donc c'est déjà des patients qui sont venus me voir ou des amis, etc. Et après j'ai un site internet, donc j'explique quel type de travail je fais. Alors, comme ma base originelle c'était l'énergie traditionnelle chinoise, c'est mon support de départ, mais maintenant, et comme j'ai associé la bioénergie, je travaille moins sur le structurel, mais je travaille beaucoup plus maintenant et vers ce qu'on appelle la psycho-énergétique. Ouais. Voilà. Donc sur des problématiques qui sont liées, en fait, soit de l'émotionnel, de la fatigue, des problématiques qui sont souvent voilà, plus de l'ordre du mal-être, du psychologique. Voilà. D'accord. Donc les personnes viennent vous voir. Vous avez des couples aussi. Alors pourquoi un couple vient vous consulter ? Alors un couple vient comme ils iraient voir un autre thérapeute parce que ça va pas bien dans leur couple et qu'ils cherchent une solution pour arriver à le conserver, pour que ça aille mieux, parce qu'ils ont envie de se donner encore une chance de pouvoir de pouvoir continuer. Donc voilà, moi je leur propose une approche qui est liée à ma technique, donc sur la bioénergie, la psycho-énergétique, et qui permet d'identifier des problématiques qui sont souvent en fait inconscientes, puisqu'en fait ce qui se passe c'est que vu qu'on est en interaction avec tout, ce qu'on est agit sur les autres et les autres agissent sur nous. Donc l'environnement en fait dans lequel on est agit sur nous. Et dans les couples, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Quand on est avec quelqu'un, nécessairement, inconsciemment, on cherche quelque chose chez cette personne-là. Et réciproquement, l'autre personne cherche quelque chose chez vous, dans son inconscient. Et dans ces mémoires, en fait, une forme d'équilibre, ou d'espoir, ou de compensation, voilà. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que à un moment, la vraie nature revient. Et ce qui est mis en relief, en fait, vient créer des chocs frontaux. Voilà. En fait, on est tous porteurs de mémoire de notre vécu personnel, mais aussi du vécu de nos parents et de nos arrière-grands-parents, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qu'on appelle les mémoires karmiques, les mémoires de lignée, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires ancestrales. Et donc, on se construit dès la naissance avec certains schémas d'adaptation par rapport à notre environnement, nos parents, mais ces parents aussi vont nous transmettre certaines choses malgré eux. Voilà, parce qu'ils n'en sont pas au courant, parce que c'est comme ça, voilà. Et donc, ce sont des mémoires, on appelle ça des mémoires cellulaires, qui sont en fait en eux et qui vont être en nous. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, le moment de la procréation est quelque chose de très important, parce qu'en fait, l'énergie primordiale que chaque être humain a se trouve dans l'énergie du rein. C'est vraiment ce qu'on appelle le trésor énergétique. Cette énergie en fait qui nous est transmise directement, c'est le patrimoine un peu génétique, énergétique qui vient de nos parents,
Et ce capital, en fait, c'est un peu comme si on vous donne une bourse et vous savez que de toute manière, cette bourse, vous ne pourrez jamais la remplir, vous ne pourrez que la vider. Voilà. Et donc, effectivement, donc là, c'est sur la médecine chinoise, hein, mais donc, cette énergie, ce trésor que vous avez, eh ben, si en fait votre vie est un peu dissolue, si vous allez trop piocher dedans, en fait, vous allez vous épuiser. Et à un moment, en fait, voilà, vous ne vivez pas très vieux, vous tomberez malade. Donc ce qui est le capital énergétique est transmis par les parents. Donc la médecine chinoise le montre très bien. Et donc on peut aussi faire de la préparation, par exemple, à la procréation avec les parents. Ou cette énergie, on peut relever ce niveau énergétique pour que les parents transmettent un bon capital énergétique à leurs enfants, le meilleur possible. On retrouve aussi dans la tradition bouddhiste la transmission de choses personnelles, en fait, des parents aux enfants, et que, en fait, les choses se passent pas au niveau de la conception, comme, en fait, on l'imagine dans la vision occidentale, mais eux, les bouddhistes, vont même jusqu'à, en fait, 6 ou 9 mois avant, en fait, même la procréation. C'est-à-dire que votre enfant, l'enfant, va porter la marque de l'état, de votre état personnel, énergétique, psycho-énergétique, mental, bien avant qu'il soit conçu. Voilà. D'accord. Voilà. Donc couple. Donc vous utilisez, vous l'avez dit, hein, la bioénergie. Oui, c'est ça, la bioénergie pour les personnes qui viennent vous voir. Vous avez un appareil aussi. Moi, quand je suis venue vous voir, vous m'avez testé. Oui. Mais non, mais c'est drôle cet appareil. C'est un appareil extraordinaire. Vous voulez bien l'expliquer parce que celui-là, il m'a bluffé. Alors, c'est un appareil qui est unique au monde, qui s'appelle le LVA, le Life Vibration Analyzer, qui a été mis au point par un chercheur suisse, Stéphane Gardino, qui est grand spécialiste de la bioénergie, de la géobiologie, de la géobiorésonance, et qui a travaillé à beaucoup d'appareils qui avaient été développés par les Russes, parce que les Russes ont vraiment fait un énorme travail sur tout ce qui est vibratoire énergétique, et donc ils ont développé des appareils avec justement pour pouvoir définir où étaient les pointiques sur les organes, voilà. Et lui, donc, voilà, il a fait un gros travail, et donc, il a, avec cet appareil, on va faire, donc c'est un appareil quantique. Donc, qui dit quantique, ça veut dire qu'en fait, c'est l'image, l'interprétation de l'instant, mais sous influence aussi de tout ce qui se trouve dans cet instant-là et dans l'environnement. Donc voilà. Donc ce n'est pas un appareil, on va dire, de mesure standard où on va reproduire des résultats identiques pour des mesures. Donc ça reste quantique. Et donc cet appareil permet de définir, de donner un profil psycho-énergétique où on va voir en fait dedans tout le profil énergétique sur les chakras, mais aussi en fait sur la sphère physique et la sphère mentale. Et donc en fait il y a tout un, donc c'est en fait la mesure est relativement simple, mais après c'est tout le système d'interprétation derrière qui correspond à 20 ans de recherche avec donc c'est tout un groupe. Il l'a pas fait tout seul parce qu'il y a des ingénieurs et des informaticiens. C'est vraiment un travail remarquable. Et voilà. Et donc en fait on a une cartographie comme ça de votre état énergétique physique sur tous les chakras, sur tous les organes, sur en fait aussi comment en fait alors il y a des formes il y a des mots-clés en fait dessus qui permettent d'identifier certaines émotions, certaines positions, etc. Voilà. Et on peut aller donc avec cet appareil aller chercher les problématiques puisqu'elles vont apparaître, et après on peut agir dessus puisque en fait on obtient ce qu'on appelle une signature vibratoire. Et donc en fait c'est un son. Voilà, c'est en fait si je vous mesure comme l'autre fois, voilà, j'ai vos signatures vibratoires, c'est un son. Et à partir de là, donc on identifie certaines problématiques qui correspondent en fait
à des fréquences vibratoires. Et on peut sortir certaines fréquences avec, et dans le cas qu'on va associer. Et on va l'associer à un autre appareil qui, lui, va diffuser, c'est un appareil qui, en fait, diffuse des ondes scalaires, inaudibles, bien sûr. Donc, et donc, on va aller apporter la correction, donc en ayant cet appareil à côté de soi. Donc, moi, je m'en sers, j'en ai chez moi, je m'en sers avec mes enfants, tout ça. C'est très, très, très efficace. Mais tout ça, en fait, est aussi très ancien, puisqu'il y a des recherches qui avaient été faites au début du siècle, par un Américain qui s'appelle le Dr. Rife, et qui avait déterminé, en fait, qui avait vu qu'en fait le corps humain, les cellules émettent des vibrations. Et qu'effectivement, les cellules, quand elles sont en bonne santé et quand elles sont malades, elles ne vibrent pas de la même manière. Et donc il avait identifié tout ça, tout un panel de fréquences, et construit une machine à plasma, avec une ampoule à plasma, qui permettait d'envoyer des ondes électromagnétiques très fortes, avec une onde porteuse qui était l'onde correctrice, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que cet appareil, vous l'utilisez à chaque consultation, à chaque personne qui vient voir ou pas? Oui, maintenant je l'ai intégré complètement parce que, en fait, ça permet d'être plus efficace, d'aller plus vite, de perdre moins de temps, voilà, parce que quand on le fait au ressenti ou avec d'autres techniques, c'est très long, on peut se tromper. Donc là, voilà, c'est clair et c'est net. Oui, et après, et ce que vous avez fait avec moi également, vous avez vérifié par rapport à la petite séance qu'on a eue ensemble, l'évolution. Enfin, voilà, c'était voilà. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'en fait, on fait un bilan. Donc, on fait alors, cet appareil, voilà, on fait un bilan avant pour voir l'état, en fait, de la personne. Et après, on va faire un bilan après séance. Donc, effectivement, ça permet de voir si la séance a marché ou pas, où est-ce qu'elle a marché, s'il y a des choses qui se sont libérées, etc. Voilà. Et effectivement, c'est assez bluffant. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait une, c'était assez extraordinaire. En fait. Voilà. Après, on rassure les gens, on dit qu'on ne rentre pas dans une boîte quand même. Non, c'est juste, on pose la main gauche, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'est alors, on peut, avec cet appareil, mesurer tout, on peut tout mesurer. Tous les, voilà, on peut mesurer une personne, un objet, un produit, une plante, ce que vous me disiez aussi. Une plante, un lieu. Parce qu'on s'en sert en géobiologie. Moi, je fais des recherches en ce moment sur des mégalithes, des dolmens et tout ça. Voilà, donc c'est le même appareil, sauf que le protocole d'interprétation est différent et donne d'autres informations. Voilà. Donc, par exemple, on a un module qui s'appelle module lieu, qui permet d'identifier effectivement ce que va produire un lieu, donc c'est ce qu'on appelle la géobiologie. Alors par exemple, voilà, Notre-Dame de Lourdes, quand on voit la Vierge Marie, c'est qu'effectivement, en fait, le lieu produit par sa particularité cosmotellurique. Donc c'est les énergies de la Terre, les énergies qui sont très diverses, et en fait qui ont une résonance, parce qu'en fait, ce dont on n'a pas parlé, en fait, et ce qui est le plus important, effectivement, j'aurais pu vous le dire quand on parlait des couples, mais c'est les phénomènes de résonance. Donc en fait, on parle de biorésonance, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous en lien voilà, et en fait, on a des phénomènes de résonance. Donc c'est là, en fait, où une même chose n'agira pas de la même manière sur différentes personnes, puisqu'en fait, la résonance n'est pas la même. Voilà. Et la résonance est liée à notre... voilà, si vous faites résonner en bois une pierre ou une personne avec une même son, la sonorité de la résonance ne sera pas la même, parce qu'en fait, la constitution énergétique n'est pas la même. Et donc, cette constitution énergétique, elle peut avoir différentes raisons, voilà, pour une personne, c'est son vital, son mental, ses émotions, ses charges, etc., ses mémoires. Voilà. Et donc, c'est ce phénomène de résonance qui fait que certaines personnes vivent certaines expériences ou pas, ou que certaines personnes se font, par exemple, manipuler, se sentent attaquées, ou voilà, ce qu'ils appellent des relations toxiques et des choses comme ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre accompagnement individuel ou de couple par rapport à ce que vous faites, ce qui est important pour vous finalement? Alors,
moi, ce que j'explore un peu plus maintenant, donc dans mon accompagnement, parce que ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que, et ce que aussi m'a au départ montré la médecine chinoise, c'est que le symptôme, faut pas s'attacher au symptôme, que le symptôme, en fait, n'est jamais la cause originelle. Voilà. Et donc aussi, je me suis beaucoup intéressé à tout la psychogénéalogie, toutes les mémoires qui sont liées au transgénérationnel, en fait, dont je voulais parler avant. On appelle ça aussi les mémoires karmiques, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Non, la mémoire karmique, c'est sur ce qu'on a vécu avant dans les autres vies. Voilà, on va dire que les mémoires karmiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lointain. On va dire que voilà, c'est l'âme, en fait, l'âme qui vient dans un corps expérimenter une vie et dépasser une expérience. Voilà. Donc c'est ça le karma, en fait. Et donc en fait le karma, il est fait pour être dépassé et pour vivre son dharma, c'est-à-dire sa véritable vie, c'est-à-dire sa véritable lumière personnelle. Donc c'est ce quoi l'âme, en fait, est, en fait, voilà. Donc les mémoires transgénérationnelles, c'est plus des accidents de vie, en fait, sur les parcours qui sont liés aux ancêtres. Donc ça peut être chez les parents, mais c'est souvent, en fait, voilà, dans la lignée, et souvent, en fait, ce sont des schémas, en fait, des accidents qui sont apparus à un moment, événement dans la vie d'un ancêtre, qui peuvent être très 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 loin, hein. Et qui vont, en fait, cette problématique va se retransmettre, en fait, et jusqu'à reproduire même certains schémas où on va retrouver des choses assez graves, des morts prématurées, des comportements addictifs, des suicides, etc. récurrents. Voilà. Et en fait, je me suis intéressé à cette partie-là parce que j'ai un ami qui est guide haute montagne, qui s'appelle Emmanuel Ratuy, et qui s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse parce que lui, en fait, sur Chamonix, c'est des familles de guides. Et donc, il se pose la question, mais comment ça se fait qu'en fait, tous ils meurent tous les uns après les autres, en fait. Quelque part, en fait, ils vont tous se suicider. Ah oui. Dans ce qu'on appelle le suicide inconscient, en fait. Et donc, en fait, il a fait tout un travail comme ça, en fait, beaucoup d'expertise, et donc, par ces recoupements, en fait, il a montré qu'en fait, effectivement, on reproduit certains schémas inconscients, voilà. D'accord, oui, bien sûr. Et qui peuvent être extrêmement dangereux. Voilà, et nocifs pour soi-même. Et la problématique, en fait, quand on est prisonnier de ces mémoires, en fait, et qu'on porte en nous et qu'on va reproduire inconsciemment, c'est qu'en fait, elles nous empêchent de vivre, d'être nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et puis des fois, on pense ou faire des choix ou prendre des décisions qui, en fait, on pense avoir notre libre arbitre. Et il y a tellement de choses qui viennent en ligne de compte, finalement, et dont effectivement le transgénérationnel. Tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire quand on passe effectivement, comment en fait, en plus on est très dans le mental, donc on n'est pas dans ces ressentis, parce qu'en fait, les ressentis qui viennent de notre intérieur, de notre corps, voilà, nous indiquent toujours en fait la réalité et la vérité. Comme en fait on mentalise les choses, en fait on est dans notre cerveau, dans nos pensées, dans nos schémas de pensée, dans notre projection, c'est-à-dire que, et puis en fait on adhère aussi à un concept, à une société. Voilà, on adhère à beaucoup de choses depuis qu'on est enfant, depuis qu'on va à l'école, on adhère déjà à nos parents, on adhère après à l'école, voilà, et il y a un gros formatage qui se fait, on ne s'en rend pas compte. Hein, mais... on adhère ou on s'adapte. Effectivement. Oui, ouais, voilà. Ouais. Et donc, voilà, à un moment, en fait, on est en souffrance parce qu'on est en fait, on est deux êtres. Celui qui suit le chemin, qui se plie au chemin, en fait, et celui qui accompagne, mais en disant, mais je suis toujours là. Et donc c'est un peu aussi, moi je fais du travail avec l'enfant intérieur, par exemple. Oui. Voilà. Et donc à un moment, quand ça, ça fonctionne plus. Voilà. Et donc on se retrouve dans un, c'est là où les accidents de vie arrivent, voilà,
voilà, les maladies, les burn-out, et des choses plus graves, les conflits récurrents dans les familles, dans les couples, au travail, et tout ça. Voilà. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais oui. Encore un peu. Donc, du coup, j'aimerais que vous évoquiez, si vous voulez bien, conférence, vite fait, stage, et puis retraite. Mais avant tout, vous avez parlé vous travaillez avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce l'enfant intérieur ? Ah, l'enfant intérieur. Oui, il faut l'expliquer. Alors, l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui est très important. C'est un peu le fondement de ce que nous sommes et de la confiance qu'on a dans la vie et de notre capacité à pouvoir aimer. Cet enfant intérieur, c'est l'enfant que nous avons été tout petit et qui portait l'innocence, la curiosité. Un enfant, il est plein de... Voilà, il n'a pas de tabou, il est très ouvert, il a conscience de plein de choses, il voit beaucoup de choses. L'invisible, il le voit. Il joue avec des êtres invisibles. Et donc sa conception du monde est très large. Et donc en fait, malheureusement, en grandissant, en fait, cet enfant, il peut avoir été traumatisé parce qu'il a vécu des choses traumatiques réelles dans sa vie, dans sa relation avec ses parents ou avec d'autres choses, en fait, des événements. Donc ils vont laisser des traces. Et après, surtout, cette construction, en fait, en grandissant, d'adulte, voilà, on dit qu'à partir de 6-7 ans, voilà, les choses changent. En fait, cette carapace qui commence à se former, parce qu'il faut rentrer dans une forme de moule, parce qu'il par la loyauté, par plein de choses, en fait. Voilà, donc, en fait, quelque part, on endosse un habit en grandissant, qui peut être à l'opposé de ce qu'on est réellement, et donc de cet enfant intérieur qui est, en fait, on va dire, qui est un peu le reflet, en fait, de notre âme, de quelque chose de très simple, de très fragile, mais aussi de très sensible, et qui a une vision du monde qui est plutôt une vision bienveillante, qui est plutôt une vision curieuse, qui est très ouverte, voilà. Et donc à un moment, en fait, quand on s'occupe pas de cet enfant intérieur, quand on l'a oublié, en fait, il est en souffrance. Et à un moment, cette souffrance, en fait, elle commence on commence à étouffer, en fait, en nous-mêmes, en fait, voilà. Et donc, il y a une décohérence, parce qu'il y a une non-cohérence entre ce qu'on est réellement à l'intérieur, dans nos fondements, et ce qu'on essaye d'être. Voilà, c'est pour ça que il y a une différence entre ce qu'on peut percevoir dans le physique, ou dans ce qu'on peut émaner, en fait, et la projection mentale, où la projection mentale, c'est aussi le regard qu'on a de soi, ou l'image qu'on veut donner de soi, mais qui n'est pas la réalité, en fait. Voilà. Et donc c'est important, à un moment, de revenir vers cet enfant intérieur. Donc moi je fais des ateliers, j'en fais un dimanche à Toulouse, là, pour revenir, en fait, parler à cet enfant intérieur, lui demander comment il va, ce dont il a besoin, pour le soulager, pour le libérer. Mais aussi, en fait, nous, on a besoin de cet enfant intérieur pour avancer dans la vie. C'est-à-dire que l'adulte, en fait, il a tiré un trait sur cet enfant. Or, on ne peut pas avancer dans la vie, on ne peut pas s'épanouir, on peut pas faire des choix de bon sens si on n'est pas à l'écoute de cet enfant intérieur. Parce que c'est lui, en fait, qui est un peu aussi quelque part notre guide. Voilà. Et voilà, donc en fait, c'est tout un travail où on vient dialoguer et aussi on vient chercher le soutien de cet enfant intérieur pour se sentir bien, pour avancer de nouveau dans la vie et franchir, voilà. Et après, quelque part aussi, plus faire les choses par compensation, donc partir dans la mauvaise direction parce qu'on compense, mais vraiment se mettre dans sa vraie destinée. Et après, faire un vrai travail, ce qu'on appelle le travail d'intention, qui permet de pouvoir, en fait, faire venir son futur. C'est en fait la rétrocausalité. Il y a plein de recherches dessus maintenant, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a des futurs possibles qui sont là, qui sont déjà préparés. Et si on travaille les intentions, si on nourrit, en fait, effectivement, avec ce qu'on appelle l'énergie du cœur, l'alignement, tout ça, la cohérence, en fait, ce chemin véritable va venir en nous. Voilà. Et effectivement, ça va changer des choses dans notre présent et ça va les refaire bouger dans le futur. Et aussi, ça fait bouger dans le passé. Voilà. D'accord. C'est quantique.
C'est ça. Il nous reste plus grand chose, d'accord. Il nous reste 10 minutes. D'accord. 10 minutes, on voulait conclure avec vous, donc à peu près 5 minutes. Conférence, en 100 minutes, conférence, stage. D'accord. Et oui. Alors oui, je fais... Ce que vous avez envie, on n'est pas obligé de parler tout juste, peut-être. Après, je fais ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an et demi, je fais des conférences, que je fais des salons, voilà, pour faire connaître tout ça. Et donc je présente des conférences pour un peu amener un autre regard sur les choses que j'aime bien, l'énergétique, la nature. Donc j'ai une qui s'appelle les 3 trésors du Tao et de la nature au service du bonheur. En fait, c'est une approche un peu scientifique, quantique, pour un peu élargir la vision qu'on a du monde. En fait, je trouve que voilà, on a pas assez de transverse, de vision transverse. Voilà. Et après, je fais aussi, je fais aussi des ateliers et des stages en nature, où j'accompagne des gens en fait pour vivre des expériences sur certaines thématiques. Où on vient se connecter à la nature, ressentir les énergies de la nature, savoir comment nous, en fait, on interagit avec cette nature, qu'est-ce que ça fait sur nous, énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, voilà, et comment on peut s'en servir, et quel lien on a véritable avec, voilà, et ce qu'on peut transformer, ce qu'on peut aller chercher, en fait, dans cette nature, dans certains lieux qui sont forts, parce que moi, j'ai choisi des lieux puissants, voilà, on peut travailler sur des mégalithes, ou des lieux énergétiques, où il y a des très très belles énergies de transformation, parce qu'effectivement, certains lieux vont venir vous transformer et vont faire remonter certaines choses. Donc moi, comme je suis aussi thérapeute, j'accompagne les gens sur des expériences qu'ils vont vivre et pour les aider à comprendre. Voilà. Et voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à rajouter, quelque chose que vous aviez envie d'évoquer et dont on n'a pas parlé? Peut-être, donc, vous pratiquez, on peut vous accueillir sur... vous avez votre cabinet sur Millau, place de Latine. Ouais. On peut avoir des éléments d'information sur votre site. Je vous laisse le présenter. Bon, si on tape mon nom, on va me trouver. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, on clique sur Jérôme Rochel. Voilà, et donc sur le site internet, j'explique j'explique tout ce que je fais en fait. Tout à fait. Les dates des conférences, des stages. Voilà, ils sont. Et après pour les soins, en fait, les gens m'appellent et ils me demandent en fait ce que je peux, de quelle manière je peux les aider, si ça correspond à leurs besoins. Et après, on fixe des rendez-vous. Donc voilà, oui, je travaille. Mon cabinet principal qui est à Millau, et après, je fais sur Montpellier et Toulouse. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, je ne l'ai pas évoqué, c'est vrai, on en avait parlé. Là, vous allez faire quoi? Expliquez-nous. Alors là, je fais ce que je propose souvent quand je fais mes conférences à la fin, un petit atelier d'expérimentation où j'utilise mes bols et mon tambour chamanique, en fait, voilà, pour vivre une expérience, en fait, un peu non ordinaire. Et il y a une intention dans cette... Oui, bien sûr. Oui. Oui, alors je la dévoile pas. Hein. Ah bon. Bon. Mais c'est en fait, voilà, je guide en fait cette méditation en fait. Et donc les gens se laissent embarquer, voilà. Et puis après ils en récupèrent ceux qu'ils doivent en récupérer en fait, le message. En fait, parce qu'il y a un message à l'intérieur qui leur est destiné. D'accord. Donc là, en fait, ça va être aux auditeurs qui vont écouter s'ils le veulent, parce qu'il n'y a pas d'obligation, en fait. Ah bah non. Et voilà, le message qu'ils obtiendront, c'est pour eux et que pour eux. Très bien, donc chers auditeurs, je vous propose d'être à l'écoute du message de Jérôme Rochel. Donc moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée sur les ondes de Radio Larzac. Je vous remercie, Jérôme, d'avoir été présent dans notre émission. Merci, c'est vrai. Et je remercie Léo à la technique aujourd'hui. Et donc, vous pouvez réécouter l'émission lundi prochain à 10h30 sur les ondes de Radio Larzac, ou en réécoute sur le site. Moi, je vous retrouve le mois prochain, le jeudi 19 mars à 19h30. En attendant, bonne soirée sur les ondes de Radio Larzac. Donc, je vais vous proposer une petite méditation, un petit voyage chamanique dans les terres ancestrales d'Amérique du Nord. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous détendre, vous allez fermer les yeux, vous vous mettez dans une position
confortable, voilà, assis ou allongé. Vous allez laisser partir, vous allez vous détendre progressivement. Dans les grands espaces sauvages, là devant nous se trouve tout un troupeau de chevaux sauvages, de mustangs. Ils sont extrêmement nombreux. On les observe.
Le Mustang vous a ramené au point de départ d'où vous étiez parti et vous redescendez de son dos. Vous allez vous approcher de lui et écoutez le message que le Mustang va vous donner. Saisissez le premier message qui arrive. N'essayez pas de le comprendre. Prenez ce message tel qu'il est. Ne l'oubliez pas, gardez-le pour vous. Maintenant, on va repartir. On va s'éloigner. On va laisser à nouveau ces Mustangs sauvages tranquilles dans leur grande plaine du Nord. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux tranquillement et vous détendre, vous étirer. Le message que vous avez reçu, vous allez le visualiser, vous allez le prendre dans votre main et vous allez le placer sur votre cœur, car ce message est pour vous. Merci.